Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que les trois grands principes qui finalement sont articulés autour de la question de la dignité humaine, nous, en droit, on les retrouve finalement dans les libertés et droits fondamentaux. Si on prend le premier sur le respect de la personne, on voit très bien que c'est une déclinaison de la notion de dignité-autonomie qu'on retrouve dans les libertés et droits fondamentaux. Alors, on sait bien que c'est au point de vue de l'éthique de la recherche liée au code de Nuremberg, le souci de reconnaître que le consentement de la personne était absolu, alors que dans ces situations terribles, on avait porté atteinte à ce consentement. Le principe de bien-être ou de bienfaisance, alors pour nous en droit, on l'articule à une notion de dignité de la personne qu'on dirait plus une question de sauvegarde de la personne. Donc ce qui est vraiment en jeu, là encore une fois on retrouve le code de Nuremberg, c'est de s'assurer que quand on fait de la recherche, on ne suscite pas de la souffrance chez les personnes. Donc c'est vraiment d'éviter des approches utilitaristes, on en ferait souffrir un petit nombre à travers la recherche pour a priori le profit d'un grand nombre. Sur la question de la justice, on est plutôt ce qu'on pourrait appeler la question de la dignité-intégration ou de la dignité-inclusion. C'est de s'assurer que quand on fait de la recherche, on ne suscite pas de la discrimination. L'enjeu, c'est que finalement, quand on fait une recherche, c'est à la fois de s'assurer qu'il y ait une équité, qu'on s'assure que finalement, on va traiter tous les participants de la même manière. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une notion d'égalité, alors ce qu'on va plutôt appeler une égalité concrète, c'est-à-dire de ne pas susciter des exclusions concrètes au moment de faire notre recherche, de s'assurer finalement qu'il n'y a pas certains groupes finalement dans le résultat qui vont être exclus, soit des avantages de la recherche ou subir des risques plus importants. Ce qui est marquant pour moi à travers ces grands principes, c'est toujours l'enjeu. Alors là, on a vu les enjeux si on les appliquait un par un, puis on s'efforçait de les contextualiser. Mais un chercheur, en fait, doit trouver le moyen d'appliquer ou de mettre en œuvre les trois à travers sa recherche. Donc, ce qui est quand même une tâche extrêmement difficile, surtout si on veut vraiment, dans une situation concrète, alors pas simplement justement être dans l'application de la norme, à la fois juridique ou même déontologique, mais aussi de garder l'esprit éthique qui est sous-jacent. Donc là, ça peut être extrêmement complexe. Alors bien sûr, on pense à l'amont de la recherche, mais aussi tout le long de l'exercice de la recherche, parce que justement, comme on disait, une recherche, c'est évolutif, ça se transforme, on ne sait pas forcément sur quoi on va toucher, il peut y avoir des fois des choses inattendues. Donc je pense que ça demande beaucoup de réflexivité, donc de pouvoir revenir finalement dans chaque situation qui peut se présenter pour lui au cours de sa recherche. Je pense qu'il est important de montrer que certainement il y a un cadre à l'intérieur duquel on s'inscrit quand on fait de la recherche, mais que ce cadre-là n'est pas seulement contraignant, il est profondément habilitant pour les chercheurs. Ce cadre qui peut paraître nous tomber sur la tête, on ne sait pas trop d'où et ça peut être ressenti comme lourd et comme nous empêchant d'imaginer certains types de recherches, certaines approches. Mais en réalité, il y a deux aspects dont il faut toujours se souvenir. Le premier, c'est que ce cadre-là résulte d'abord de décennies de pratiques en recherche, il a toute une histoire. Il est également le résultat, le fruit d'une demande de la société et de notre compréhension en tant que société de ce qui est fondamental dans les droits des individus et donc qui doit trouver à être traduit dans notre recherche comme ça l'est dans notre vie quotidienne. La recherche ne se situe pas en dehors de la société. Et le deuxième aspect, c'est que ce cadre-là ne peut pas s'appliquer par lui-même. Il va toujours exiger l'interprétation et la capacité du chercheur à lui donner un sens dans le contexte précis de la situation de recherche qu'il est en train de créer ou dans laquelle il se trouve. Cette capacité-là, cette capacité réflexive du chercheur, c'est ce qui distingue le chercheur d'un robot qui appliquerait automatiquement la règle sans y réfléchir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui où la recherche, l'éthique de la recherche est très institutionnalisée,
dans les universités en Amérique du Nord et particulièrement au Canada, on a des lieux comme les comités d'éthique de la recherche par exemple, ou encore au vice-rectorat, les personnes qui travaillent sur la conduite responsable en recherche, on a des lieux où les chercheurs peuvent porter leurs questionnements et trouver là des partenaires qui ne vont pas se permettre de leur apporter des réponses toutes faites, parce que ce serait beaucoup trop facile. On n'a pas plus les réponses toutes faites que les chercheurs ne les ont. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va être là pour soutenir le questionnement et permettre au questionnement de progresser jusqu'à ce qu'éventuellement une réponse se dégage. On a tendance à percevoir ces grands principes-là, ces normes, dans le fond, ce cadre-là, comme quelque chose d'assez oppressant, contraignant, quelque chose qui vient de l'extérieur. Or, moi, je vois ça plutôt comme un long dialogue, hein, c'est-à-dire que nous sommes les héritiers d'un long dialogue entre les chercheurs, nos prédécesseurs, et donc eux ont déjà eu ce dialogue-là à propos de l'éthique de la recherche, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis, eux aussi ont été parfois les témoins de certains événements malheureux, certaines erreurs de la science, certaines errances même, on pourrait ajouter. Puis, bon, à la lumière de tout ça, le Code de Nuremberg, tout ça, la déclaration d'Helsinki, tout ça, ça reste un héritage, dans le fond, dont nous sommes les dépositaires. Il y a des grands principes qui ont émergé à la lumière de ces erreurs. Puis aujourd'hui, de voir ces principes-là consignés dans l'énoncé de politique des trois conseils, ce n'est qu'un rappel. Hein. On a tendance à voir ça comme quelque chose de très contraignant, mais je dirais que c'est plutôt le résultat d'un dialogue auquel nous participons encore aujourd'hui. Et j'espère faire partie de ce dialogue-là. La sagesse peut-être qui se cache derrière tout ça, c'est de ne jamais oublier que le participant en recherche doit toujours être considéré comme étant une fin, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais l'utiliser comme étant un moyen, on ne peut jamais l'instrumentaliser. Ce n'est pas seulement un outil dont nous pouvons nous servir pour produire de la connaissance. Le principe de bienfaisance a évidemment certaines difficultés. N'importe qui essaie de servir le bien d'un individu ou le bien d'une collectivité arrivera tôt ou tard à se poser la question, la vraie question qui est là au cœur de l'éthique, c'est qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que justement ce bien de cette personne-là? Qu'est-ce qui est le bien de cette collectivité? Qu'est-ce que le bien commun, en fait? Donc ça fait partie des difficultés. Le chercheur doit tenter de répondre à ces questions-là. Dans une société qui est pluraliste, les conceptions du bien commun, parfois, s'affrontent. Donc, le chercheur a aussi à se poser ce genre de questions-là. Je veux participer, mon projet de recherche doit servir le bien commun, mais servir une conception du bien commun. Donc, il peut poser quelques questions supplémentaires. Est-ce que je veux que mon projet scientifique, mon projet de recherche participe à cette conception du bien commun ou est-ce qu'il n'y a pas une critique à faire de cette conception-là? C'est sûr qu'à la lumière de ces trois grands principes, ça brosse quand même le portrait d'un chercheur qui est au service. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait protéger la société de la recherche. Donc, il y a toutes sortes de principes qui sont là pour le guider, bienfaisance, respect de la personne, justice. Donc, c'est intéressant, ça donne une vision de ce que c'est la recherche. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la recherche, il y a aussi d'autres valeurs, d'autres principes au cœur de la recherche. On n'en a pas parlé en éthique de la recherche, mais ils font aussi partie de la science et de la recherche, c'est-à-dire les principes de désintéressement, de liberté académique, le partage du savoir, l'accroissement du savoir, la collégialité. Donc, ça, c'est un autre ensemble de valeurs qui font également partie de la recherche. Et je dirais que le rôle social du chercheur se dessine à la jonction, peut-être dans ce juste équilibre, je dirais, entre ces deux grands pôles, que d'abord protéger la société de la recherche, parce qu'il y a des dommages possibles, mais également protéger la recherche de la société avec un autre bagage de valeurs. Et à la jonction de tout ça, il y aurait le questionnement du chercheur qui tente d'agir et d'exercer son rôle de manière responsable.
Un comité d'éthique, à vrai dire, c'est un groupe de personnes, c'est un rassemblement de personnes où les personnes vont venir de différents horizons. Et qui, par conséquent, vont avoir des bagages, des expériences très différentes, ce qui va faire une richesse au niveau des comités d'éthique. Dans les comités d'éthique, on va retrouver, oui, des chercheurs, donc des gens qui sont là à titre de scientifiques, mais également des gens qui sont des juristes ou des personnes qui sont versées en éthique. Et je dirais qu'un des gros plus aussi qu'on a au niveau des comités d'éthique, c'est des gens qui sont des représentants de la collectivité. Donc, c'est des gens qui sont à l'extérieur du domaine de la recherche et qui, officiellement, c'est des gens qui seraient potentiels, qui ont la potentialité d'être des participants, donc d'être interpellés par des projets de recherche. Donc, pour ma part, ça, je trouve que c'est un très gros plus. Et ce qui fait effectivement la richesse d'un comité d'éthique, c'est le fait qu'on va aller chercher le point de vue de chacune de ces personnes-là. On va les mettre en commun et c'est à partir de ces points de vue-là qu'on va essayer de trouver des solutions ou de voir un peu la manière dont on arrive à arrimer les recommandations du cadre normatif avec les besoins légitimes d'un projet de recherche. La plus-value d'un comité d'éthique est au niveau de la richesse des points de vue qui vont être apportés. Donc, lorsque les gens vont vouloir évaluer un projet de recherche, comme je le mentionnais, ils vont apporter plusieurs points de vue différents. Donc, la façon d'évaluer un projet de recherche, c'est de façon intersubjective. Donc, c'est vraiment la plus-value dans le sens où on va avoir des points de vue très différents, on va avoir un dialogue, on va s'écouter, et c'est à partir de cette intersubjectivité qu'on va trouver les meilleures solutions à certaines questions, ou on pourrait dire parfois des dilemmes éthiques au niveau des projets de recherche. Et l'un des rôles du comité, mais j'aurais aussi tendance à dire que c'est une responsabilité partagée avec le chercheur, c'est vraiment de pouvoir se mettre dans la peau du participant et de réaliser son projet de recherche sous cet angle-là. Donc, effectivement, le comité d'éthique a vraiment un rôle d'accompagnement, mais lui également doit pouvoir pousser sa réflexion plus loin encore pour pouvoir trouver des solutions, comment ces nouveaux enjeux-là qu'on voit arriver de jour en jour réussissent encore une fois à s'intégrer dans les 3 principes directeurs. Donc oui, il y a le cadre normatif, mais il y a l'application du cadre normatif et c'est vraiment à ce niveau-là que les comités d'éthique vont essayer justement d'insérer ces nouveaux enjeux-là, ces nouvelles questions pour accompagner davantage et encore mieux le chercheur. D'où l'importance d'avoir un dialogue entre le chercheur et les membres du comité d'éthique.